Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un numéro spécial intitulé Le Retour. Le Retour parce que oui, il y a des gens qui ont fait le choix de partir, mais aussi de revenir. Qu'est-ce qui a motivé le choix du départ et celui du retour? Nous saurons tout de suite avec Monsieur Kitswensida Gérard Kwala. Bonjour. Bonjour madame, Ravi de vous retrouver aujourd'hui. plaisir pour moi d'être avec vous. Est-ce qu'on peut se présenter d'une façon très complète pour ceux qui vont nous suivre? Je suis arrivé au monde et mes parents ont décidé de me faire appeler Kiswen Sida Gérard Koala. D'accord. Voilà. Que pourrais-je dire de plus de moi? Je suis un citoyen burkinabé qui, depuis maintenant 21 ans, vit aux États-Unis d'Amérique et eu également la possibilité d'avoir aussi la citoyenneté américaine que j'ai volontairement acceptée. D'accord. Donc, je peux dire que je suis un citoyen du monde qui, légalement, est citoyen de deux pays qu'il adore tellement, dont le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Parfait. Et aujourd'hui, quel est le domaine d'activité dans lequel vous exercez? Je crois que je suis d'abord un entrepreneur culturel, parce que je suis promoteur culturel d'abord dans les différentes activités que je mène à travers deux espaces culturels. Et aussi, je suis dans l'agrobusiness, dans l'élevage surtout, où OK. j'ai également des fermes avicoles où nous élevons donc de la volaille, un peu de, voilà, de bétail. Le ramadan arrive et ça, c'est une information très Absolument, pertinente, absolument, n'est-ce pas? absolument, absolument. Oui, parce que nous fournissons en tout cas pas mal de produits alimentaires qui pourraient être nécessaires donc pour faire la grande fête de Ramadan. Très bien. Alors, nous allons faire un voyage dans le temps. Il y a 21 ans de cela, vous avez décidé de partir et qu'est-ce qui a motivé réellement ce choix du départ? Est-ce que c'était d'abord pour les études, ou pour des raisons professionnelles? Vous me direz tout. Pour dire vrai, j'ai été surpris moi-même par mon départ. Ah ça? Oui, parce que je me rappelle bien que j'étais très actif en ce temps-là où nous organisions des concerts de rap, où la jeunesse burkinabé en raffolait. Et nous avions beaucoup d'ambition, nous en avons toujours d'ailleurs. Et on a réussi donc à fabriquer, entre guillemets, des stars locales dans le monde du rap. Il y en a tellement. Et on a décidé de sortir hors de nos frontières. On est allé à côté de chez nous. On a fait venir les grosses stars du rap africain qui venaient du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de Guinée. Et en ce temps, on s'est dit, si on a pu faire venir les stars du rap africain, qui d'autre peut-on faire venir? On a dit, mais les stars du rap européen en France. Et on a fait venir Factor X. Oh. Oui. Et le rêve est allé encore plus loin. On s'est dit, il nous faut faire venir des rappeurs américains. C'est de là que l'idée de voyager aux États-Unis est venue. Le projet de voyage était juste pour ça. Et arrivé aux États-Unis, les réalités se sont confrontées donc à nos ambitions. Et donc, on a compris qu'il était peut-être pas possible en ce moment-là de faire venir un rappeur américain au Burkina. D'autres opportunités se sont offertes. Alors, donc, il fallait choisir entre saisir cette opportunité, donc, qui était de rester aux États-Unis et embrasser une autre carrière, une autre vie, ou de revenir au pays. Et je crois que d'autres facteurs ont concouru à ce que l'opportunité au fait soit saisie. Donc, j'y suis resté depuis maintenant, je dirais, cette année, en septembre, ça me fera 22 ans que je suis aux États-Unis d'Amérique. Ah, Ouais. magnifique. Quand vous arrivez, le Burkinabé que vous êtes est confronté à une autre culture, une autre façon de faire, de vivre, de manger, de penser. Toute la mentalité, est changée. Ouais. Comment on vit cela? C'est pas évident, croyez-moi. Tout jeune, on rêve tous de l'Amérique, hein. Forcément. Et je vous dis que dès mon arrivée à l'aéroport de New York, JFK, Mmh. au regard seulement, je me suis dit, est-ce que réellement je devais venir ici? Et pourquoi? Il y avait un vrai contraste Mmh. avec nos réalités ici. Tout est immense là-bas, tout est géant, tout est grand. C'est un monde fou. Et en même temps qu'il y a beaucoup de mouvements et chacun va dans son sens. Voilà, ici, facilement, on peut s'arrêter, dire bonjour aux voisins le matin ou même dans la rue pour demander une information là-bas. Personne n'a le temps pour personne.
mais tout le monde va à une vitesse tellement rapide que tu te demandes est-ce que réellement on va tenir. Mais oui, j'ai pu tenir. Est-ce que ça fait peur? Peur, je dirais pas, Mmh. mais ça impressionne beaucoup. C'est Beaucoup. très impressionnant parce que c'est carrément très différent de ce que nous vivons ici, notre vraie réalité. Et la preuve d'ailleurs aujourd'hui, on a souvent du mal à se faire comprendre avec nos différents collaborateurs ici parce on trouve qu'on est un peu trop rapide. Ça C'est- va vite. Voilà, parce que ça va très vite. Ici, nous, on trouve qu'ici, on est trop lent. Mmh. Voilà, on peut passer des heures ici juste pour causer Oui. ici et bon, une causerie qui forcément n'apporte pas. Voilà, alors que là-bas, l'expression «le temps, c'est de l'argent» Mmh. prend tout son sens là-bas. OK. Professionnellement, comment ça se passe là-bas pour vous? J'ai fait comme tous les immigrés, plusieurs boulots, hein. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, j'ai la chance d'avoir une personne qui, avant que j'arrive, savait que je venais. Et donc, il m'a dit, écoute, je partais pour, je crois, 3 mois. Il m'a dit, pour le peu de temps que tu vas faire, va falloir faire un petit boulot. Ça va te faire entrer de l'argent. Et puis, bon, voilà. Et donc, il y avait un boulot qui m'attendait. OK. Je suis d'abord allé dans une boîte où on faisait du poulet frit quand on revendait. Et je me rappelle que j'ai pas fait 2 jours là-bas parce qu'il fallait être dans la cuisine, c'est très chaud. Il fallait porter le chapeau, il fallait se coiffer, la barbe si on en avait. Et moi, je me sentais pas à l'aise avec tout ça. Le Burkinabé en question, il n'était pas du tout à l'aise. Exactement. Alors, deuxième boulot, on m'a amené dans un supermarché où j'étais chargé de ranger les boîtes des produits dans le froid. Il fallait rentrer presque toute la moitié donc, de mon corps pour m'assurer que les pots de yaourt et autres étaient bien à l'endroit. Après le passage des clients qui bougeaient tout. Et là encore, j'ai pas pu supporter parce que le grand froid commençait à s'installer et c'est l'hiver, il faisait froid et je travaillais dans des congélateurs. Mmh. Alors, j'ai pas pu supporter. J'ai abandonné, je crois, au bout de 2 semaines. OK. Troisième boulot, je suis allé travailler dans une boîte où on fabriquait des sandwichs. Où j'avais des compatriotes qui, eux, m'ont motivé et j'avais bon espoir que ça allait continuer. Et après mon apprentissage, le premier jour, je devais découper un sandwich. Je me suis rendu compte que j'ai découpé une partie de mon doigt. Alors, j'ai dit, écoute, Choc. c'est pas une place pour toi. Va réfléchir avant de revenir. Je crois que c'est mon quatrième boulot Mmh. où je travaille dans une station d'essence. Mmh. Et là, je suis resté un peu longtemps. Et de cette station d'essence, donc, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là, qui était producteur d'artistes, qui a fait partie presque la majorité de tous les artistes ivoiriens et africains qui sont allés jouer aux États-Unis d'Amérique. Et dans les causeries, dans la rue avec mes compatriotes, on m'a dit, tiens, peut-être que tu devrais échanger avec ce monsieur parce que les Burkinabés qui étaient là savaient qui j'étais. J'étais animateur radio ici et le show business, c'était ma chose. Donc, j'accoste le monsieur, je me présente et je dis, ah, j'ai un grand frère, Tony Black Adams de MAM, qui m'avait justement parlé de vous. Et il était au téléphone, il me dit, tiens, ne quitte pas, je suis au téléphone avec Adams. Adams à Paris parle avec José Touré, c'est de lui que je parle, à New York. Et moi, j'accorde José Touré, je lui demande à lui parler en me présentant comme étant quelqu'un qui connaît Tony Black Adams. Et il me passe Tony Black Adams au téléphone. Et de là, ça a été un déclic. Mmh. Il m'a proposé donc de venir dans sa boîte de nuit. Pour moi, c'était pour présenter le spectacle de Ziké qui venait, où il y avait même Amity Meria qui jouait Ah! ce jour-là. Et après le show, il m'a dit, tiens, tout le monde a apprécié ta manière de présenter le spectacle, mais tu sais, être simplement présentateur, ça va pas le faire ici. Il faut que tu apprennes autre chose pour être plus utile à la boîte de nuit. Est-ce que ça te dit d'être DJ? OK. J'ai dit oui, mais je connais pas. Il dit, t'inquiète, on va t'apprendre. Alors, il me présente au DJ de la boîte. Et en un mois, je passais à regarder le monsieur faire, apprendre à mixer, à jouer de la musique, euh, couper des séquences pour coller et faire une ambiance pour une soirée. Et après un mois, j'ai eu ma chance d'essai en tant que DJ. Et c'est de là que DJ Kadhafi est né à New York. Et je Waouh! crois que je n'ai plus fait d'autres activités que ça, qui était quelque chose que j'aimais, où j'avais l'opportunité de voyager tous les week-ends dans tous les États-Unis d'Amérique pour aller animer des soirées à des communautés africaines. Voilà, jusqu'à un passé, je dirais récent, c'était vraiment mon activité principale. Quand bien même que plus tard, quand j'ai quitté New York, j'ai dû me former
lorsque je suis allé à l'État de Rhode Island. Je suis formé en tant que, heu un agent de service de santé pour les personnes Régie. qui ont des difficultés Mmh. mentales, pour les D'accord. assister dans leurs besoins quotidiens. J'ai également fait office de présentateur du journal Parler dans une radio africaine à New York. Donc voilà, entre autres différentes activités. J'ai même vendu aussi des journaux. En ce temps, à mes débuts, je me rappelle quand je suis arrivé, j'ai accompagné un grand frère pour vendre des journaux au coin de la rue. Tu tiens le journal. Je crois que c'était 25 cents. Ah ouais. Voilà, on vendait les journaux. Donc j'ai fait tout ce boulot-là quand je suis Mmh. arrivé aux États-Unis. Voilà. Alors, à entendre parler, de tout ce parcours, je me rends compte qu'à aucun moment vous ne vous êtes dit: «Merde, je rentre en fait». Vous avez toujours eu l'envie de reprendre, de recommencer jusqu'à trouver en fait, votre voie? Oui, sauf que je me rappelle bien qu'après 3 mois, lorsque le temps de retourner est arrivé, je voulais vraiment revenir. Je voulais sincèrement revenir Mmh. parce que j'ai vu que le rythme était trop rapide. Et aussi, je me disais, j'ai hésité. Est-ce que réellement, c'était pas mieux de retourner, continuer tes Les activités? moments de doute. Vraiment un moment de doute. Mmh. Beaucoup de personnes qui me croisent actuellement à Ouagadougou me disent: «Ah Gérard, tu n'aurais pas dû partir. Si tu étais resté, peut-être qu'aujourd'hui tu serais ministre, blabla». Je rigole, je dis: «Soyez-en sûrs, si c'est pour cela, je ne regrette pas d'être parti». Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup Mmh. et mon rêve était donc d'aller là-bas faire venir un artiste rappeur. J'ai pas pu faire revenir un artiste rappeur, mais mon rêve s'est réalisé quelque part en partie parce que j'ai découvert l'Amérique et l'Amérique m'a ouvert ses portes, m'a donné des opportunités qui m'ont permis aujourd'hui de revenir, être utile à mon pays de par les activités que je mène. Donc, je ne regrette pas d'être parti et je suis content de voir tous ceux-là de ma génération, encore plus jeunes aujourd'hui, Mmh. occupent de grands postes dans ce pays. Je crois que chaque être humain naît avec son destin. Voilà, il Absolument. faut saluer le mérite des uns et des autres et ne pas forcément vouloir à tout moment être à la place des autres parce que on peut être soi-même et respecter autant ce que l'autre est. Et c'est ce qui fait la société. Parce que j'allais justement vous demander, est-ce que vous croyez au destin? Est-ce qu'il a vraiment fallu que vous passiez par là? Est-ce qu'il fallait, changer quelque chose selon vous dans votre parcours? Il n'y a rien de parfait dans la vie des hommes, Mmh. mais je dirais que mon itinéraire, il est celui-là qui était le mieux pour moi. Pour ça, je n'ai pas de regret du tout. Le destin, je dirais oui, quelque part. Parce que dans ma famille, chose ironique, dans la famille de mon père, ils sont tous allés à l'aventure en Côte d'Ivoire, sauf mon père. OK. Dans sa famille, tous ses frères, ses cousins, dans mon village, tout le monde allait à l'aventure en Côte d'Ivoire, sauf mon père qui est resté. Donc peut-être c'était le moment choisi pour lui aussi Mmh. d'avoir quelqu'un qui est à l'aventure et ça a commencé par moi. Aujourd'hui, on est plusieurs de la famille qui sont à l'aventure. Il y a la grande sœur, j'ai 2, 3 petits frères, j'ai la maman. Donc pour dire que je trouve que non, c'est une partie du destin qui se réalise et sortir pour moi une très bonne chose. Il faut pas forcer le départ. Il faut préparer le départ, il faut organiser le départ et quand il est organisé, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai un peu déchanté parce que les rêves que j'avais de faire venir un artiste américain, j'ai pas pu le faire. La grande Amérique, on connaît à distance où on se dit que c'est un endroit où tout est beau, tout est facile, on gagne facilement sa vie. C'était pratiquement le contraire parce que je me suis retrouvé dans des conditions de vie, je dirais, un peu difficiles comparativement à même chez moi ici, dans mon Burkina natal. J'ai vécu, par exemple, dans un immeuble au 6e étage où il n'y avait pas d'ascenseur, où j'étais dans une petite pièce où c'était à peine j'ouvre la porte, c'est le lit. Et je me rappelle avoir même coulé des larmes une nuit. Mmh. Mais tout cela m'a forgé peut-être le caractère que j'ai aujourd'hui et que je pense que chaque jour que je cause avec mes enfants ou avec d'autres personnes, et je leur rappelle cela, pour que tout un chacun comprenne qu'il n'y a rien qui est donné dans cette vie facilement. Il faut mériter ce que l'on a, il faut braver les difficultés, il faut accepter souvent passer par des moments durs pour après s'en souvenir et en parler avec joie. Parce que si ces moments difficiles m'avaient fait revenir précipitamment au Burkina Faso, je serais certes resté, mais toute cette belle aventure dont je parle aujourd'hui, de l'époque DJ Kadhafi et autres, je n'aurais jamais su vous les raconter parce que ces moments n'auraient jamais eu lieu. Absolument. Ouais. 3 caractères essentiels que vous êtes forgés en partant. 3 caractères essentiels Mmh. que je me suis Forgés. forgé Mmh. étant là-bas. Oui, Ah, surtout, je dirais, le courage. d'accord, Avoir le courage, absolument. il faut pour vivre aux États-Unis, il faut être très courageux.
courageux. Et un deuxième caractère de moi que je peux personnellement me vanter d'avoir, c'est la franchise. D'accord. Voilà, il faut être franc aux États-Unis avec les gens parce que malheureusement ici, on ne comprend pas l'importance d'être franc envers les gens parce qu'on pense que gruger Oui, et donne quelque chose. Au contraire, ça referme des portes. Et la franchise aux États-Unis, tout le monde là-bas est pratiquement franc. Tout le monde est sincère avec vous. Ce que vous voulez exprimer, le si on peut vous le donner, on vous le dit. Oui, si on ne peut pas, pragmatique en c'est, on est fait. pragmatique. Mmh. Voilà. Voilà. Un troisième caractère, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être serviable, OK. être utile aux autres, parce que vous ne pouvez pas vivre aux États-Unis et voir les difficultés dans lesquelles les autres sont et être à mesure de tendre la main et ne pas le faire. Parce que là-bas, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Voilà, on voit tout le monde se débattre comme il peut, mais il y en a qui, malgré les efforts consentis, ne s'en sortent pas. Et quand on sait que là-bas, il faut se battre pour s'en sortir, quand on voit ceux-là qui sont dans le besoin, malgré les efforts qu'ils fournissent et qu'on peut leur tendre la main, il faut donc être serviable. Donc, je pense que le courage, la franchise et la servitude, ce sont trois caractères que moi, personnellement, j'ai pu améliorer, si je peux le dire ainsi, aux Très bien. États-Unis, parce que ça fait partie des vertus qu'on nous a enseignées en famille ici déjà, au Burkina. Vous êtes beaucoup revenu, sur l'apport que la communauté burkinabé vous a apporté là-bas et est-ce qu'on peut dire que le burkinabé, peu importe où il se retrouve, il aura tendance à tendre la main à son frère? C'est chaud. C'est Grosse une grande question. question. C'est en même temps un jugement et moi, j'évite beaucoup de juger. Non, mais c'est l'expérience personnelle. Oui, Mmh. moi, je peux dire que je suis chanceux Mmh. de rencontrer des Burkinabés qui m'ont vraiment tendu la main. Mon expérience n'est pas forcément celle d'un autre Burkinabé qui vit aux États-Unis. Vous savez, les Burkinabés qui arrivaient aux États-Unis ont choisi volontairement de ne pas du tout avoir affaire à la communauté burkinabé et qui, dont la plupart ont même beaucoup réussi. Nous, par exemple, on pense que c'est parce qu'on s'est plus donné à la communauté que les choses sont allées euh, moins vite. Mais encore là, je ne regrette pas. Moi, personnellement, je me suis toujours épanoui dans le milieu burkinabé, même si certains comportements euh, qui tendent à être un peu de l'ingratitude ou de la méchanceté, à un certain âge, m'ont poussé à un peu me mettre un peu en retrait par rapport à beaucoup de D'accord. choses Mmh. communautaires. Mais cela, encore une fois, n'enlève en rien au mérite de dire qu'on est burkinabé et qu'on est dans une communauté burkinabé aux États-Unis. Moi, j'ai toujours eu du plaisir à être mes compatriotes, que ce soit à New York, à New Jersey, à Washington, Philadelphie, même dans plein d'États où je partais faire des cérémonies animées pour des communautés autres que burkinabés. Lorsque les Burkinabés apprenaient que Gérard Collin arrivait, DJ Kadhafi venait, pendant les soirées, les gens venaient vers moi se présenter et vous voyez la joie que l'on ressent quand on va quelque part et qu'on retrouve des compatriotes. Donc, moi, j'ai toujours eu un grand plaisir avec mes compatriotes. Les quelques cas sont pour moi peut-être des cas isolés, quand bien même d'autres ont été beaucoup extrapolés. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut facilement sortir, déverser un mensonge qui prend tout le monde entier. Mais Malheureusement. c'est pas bien grave, ça n'a pas commencé que par Gérard Koala, ça ne finira pas que par Gérard Koala. Vos actes de chaque jour, en fait, répondent à toutes ces allégations qui peuvent être dites sur une personne. Donc, il y a un adage qui dit au Burkina, euh, euh, Moro tenir ba sam yam la wara bang yam Voilà, be. ben, Voilà, faites que les gens se font des idées de vous, mmh. mais qui ne vous connaissent pas réellement. Voilà, parce que le jour qu'ils vous connaîtront, ils diront, ah, on ne savait pas qu'il était ainsi. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre DJ Kadhafi et Gérard Koala? Cela dépend. Mmh. Au Burkina Faso, les gens connaissent mieux Gérard Koala. Aux États-Unis, les gens connaissent beaucoup plus DJ Kadhafi. Mais c'est la même personne et même sur le plan professionnel. Parce que j'étais l'homme de médias, le petit garçon qui animait à la radio, l'émission des enfants, qui plus tard, en tant que promoteur de spectacles, passe à la télé tous les week-ends pour parler de ces événements. Et aux États-Unis, DJ Kadhafi, c'est encore l'homme de show business, l'homme culturel qui a animé des cérémonies, qui a initié des événements dont le festival Waga New York Lephonie, qui aujourd'hui, en tout cas, est pour nous une référence en matière d'événements culturels, de valorisation de notre pays, parce que nous avons utilisé la culture pour valoriser le Burkina aux États-Unis. Parce qu'à un moment donné, on se disait, mais tiens, on va dans les rues de New York, on parle de Burkina Faso, les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour contribuer à faire connaître notre pays? Le faire connaître comment? Faire connaître que c'est une partie du monde où il fait beau vivre, où il y a de belles personnes, il y a de belles âmes, où il y a des opportunités d'investissement. Et aujourd'hui, quelque part,
on peut se vanter d'avoir en 5 éditions donné un peu de lumière, faire mettre les projecteurs sur notre beau pays, le Burkina Faso, à travers le Foni. Et ça, franchement, c'est quelque chose quand j'en parle chaque fois. Cet amour de la patrie, Ouais, est-ce que ouais, c'est personnel? je dirais oui. Je OK. dirais oui. Moi, je suis un Burkinabé fou, amoureux du Burkina Faso. Et ça, je sais que euh, si j'étais né ailleurs, j'aurais peut-être pas le même amour que celui que j'ai pour le Burkina Faso. J'aime tellement ce pays que même pour ce pays, j'ai pris des coups et je continue d'en prendre et je suis content d'en prendre. Voilà, parce que quand vous aimez quelque chose, vous êtes prêt à payer tout le prix par amour. Et moi, j'adore le Burkina Faso. C'est magnifique. Merci Ouais. beaucoup pour ce partage de cœur à cœur. Alors, autant il faut préparer, le départ, autant il faut préparer le retour. Donc à quel moment vient le déclic du retour et comment ça s'est passé pour vous? C'est vrai. La plupart des aventuriers, c'est comme ça qu'on nous appelle, hein, on Mmh va à mh. l'aventure. Mmh. Quand on part, il y en a qui ont un plan de retour. Il y en a qui vont à l'aventure. Ils y vont, ils savent pas quand ils reviennent. Personnellement, mon deuxième père, parce que moi j'ai deux pères, hein, mon père biologique et mon père adoptif. Quelle chance! Oui, Moustapha Labi Tchombiano. D'ailleurs, on vient de baptiser une rue à Ouagadougou il y a 2 jours, avenue Moustapha Labi Tchombiano. C'est Si bien. vous me permettez d'en parler, j'en Oui, suis bien très sûr. fier. Mmh. Lui, qui m'a forgé sur le plan professionnel, est une référence pour moi. Et je me rappelle que lui, il a fait 15 années aux États-Unis avant de rentrer définitivement au Burkina. Et moi, je lui ai dit, moi, si je pars, je vais pas faire plus de 5 ans. Il dit, toi là, on verra. On verra. Et je suis allé, franchement, dans ma tête, c'est les 5 ans que j'ai guetté. Mais ça fait 22 ans aujourd'hui, je suis toujours quelque part là. C'est vrai que je suis installé au Burkina, mais chaque année, j'y vais parce que la famille y est. Comment est-ce que j'ai préparé ce retour? Est-ce que je l'ai vraiment préparé? Mmh. Je crois que le retour m'a surpris. Comme le départ. Voilà. Le départ, il a été préparé, Mmh. mais le retour était un peu une surprise pour moi, D'accord. par la force des choses. Pourquoi? Parce que, étant aux États-Unis, j'avais déjà entrepris quelques activités à distance. L'élevage, c'est quelque chose que moi, j'aimais depuis tout petit, parce que mon papa était, c'est vrai, fonctionnaire, à la fonction publique au Burkina, mais pour le niveau heu, qu'il avait à la fonction publique, il lui fallait faire d'autres activités pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc il Absolument. était aussi éleveur et on cultivait même dans la cour de la présidence. L'arrière-cour de la présidence du Faso aujourd'hui, c'était le champ de mon père. Parce qu'il OK. travaillait au secrétariat général du gouvernement et il cultivait du maïs, des arachides là-bas et pendant les vacances, avec mes grands frères, nous, on y allait cultiver. Donc, tout cela, c'est des choses que j'ai appris depuis le bas âge et j'avais ça à cœur. Et quand j'ai entamé donc de faire de l'élevage à distance, c'était pas évident. Mmh. C'était pas évident. Il a fallu que vous soyez sur place. Oui, et être sur place a été un peu forcé. Comme je le disais, pourquoi il y a eu le Covid. Oui. Et le Covid m'a d'abord bloqué un temps euh, aux États-Unis. Et il y a eu un vol pour faciliter le retour des Burkinabés qui étaient aux États-Unis à mission. OK. Et donc, pour ce faire, nous autres avons profité, payé nos billets Mmh. pour suivre ce vol et venir. Et ça m'a bloqué ici au Burkina, dont je ne m'en plains pas, Mmh. parce que le temps de blocage du Covid ici m'a permis, certes, ça nous a fait un peu endormir le Foni, qui n'a Mmh. pas pu se tenir depuis lors jusqu'à aujourd'hui. D'aucuns pensent d'ailleurs qu'on a abandonné. C'est pas un abandon. On C'est attend, pas un abandon. pas du tout. On n'abandonne jamais. On Mmh. attend de meilleures conditions de relancer le Foni. Mmh. Et je lance toujours l'appel que les autorités du Burkina peut-être ouvrent un petit coin d'oreille à notre appel. Le Foni n'appartient pas à Gérard Kouala. L'idée a jamais peut-être ma petite tête, mais c'est devenu un événement qui appartient à tout le Burkina Faso, de par le fait qu'il a contribué à donner quelque chose au Burkina. Poursuivons-le, faisons-le sous la forme que nous le voulons, que ça puisse toujours profiter au Burkina Faso. Ça, c'est une invitation. Donc, étant là pas de phonie, il fallait faire quelque chose. Donc, j'ai entamé donc à plein temps mon activité d'éleveur. J'ai pris goût. D'une ferme, j'en ai fait deux. Ah. De deux, j'en ai fait trois. Et puisque j'aime le show business, j'ai essayé de faire un espace culturel. Et cette année, Dieu voulant, on a deux espaces culturels. Donc, ça m'absorbe vraiment tout mon temps. Ça fait que je suis beaucoup plus maintenant ici au Burkina Faso. Mmh. Et je suis devenu, je peux le dire, un Burkinabé de la diaspora, mais qui vit plus au Burkina Au Burkina. qu'il est en dehors du Burkina.
Parlons du côté administratif. Quel a été le plus gros choc? On parlait tantôt du fait que ça aille beaucoup plus vite, de l'autre côté. Comment ça s'est passé ici? Par rapport au retour Oui, côté ou bien pour administratif, partir? pour n non, pour, Pour le au retour pour retour, oui, m'installer? oui, pour s'installer, il a fallu peut-être formaliser certaines choses. Comment ça s'est passé? Par rapport à votre activité, hein? Oui, par rapport à mes activités, je suis, de ceux-là qui pensent que, l'administration burkinabé en matière de documents légaux pour Mmh. exercer une activité est à féliciter. D'accord. C'est vrai. Il y a eu un temps, on parlait beaucoup de lenteur, Mmh. mais aujourd'hui, je pense qu'en un temps record, on peut se mettre à jour donc de toute paperasse pour exercer légalement. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons constaté. C'est vrai, par moment, on a été surpris parce que on n'a pas toujours l'information juste pour savoir à quel endroit on peut avoir tel document ou même, nous qui sommes de la diaspora, on revient, on est un peu perdu parce que les gens nous voient comme étant des gens revenus avec des mallettes, de dollars, donc bourrés d'argent. Pourtant, on revient avec beaucoup d'idées, mais pas toujours forcément avec de l'argent et D'accord. quand on a des idées et que peut-être ces idées-là peuvent être utiles pour la communauté, pour le pays. Ce serait bien que ceux qui ont les moyens apportent les moyens pour développer ces idées. Mais je pense bien que actuellement, on a de bons retours qui nous font entendre que les autorités mettent en place des structures pour non seulement regrouper la diaspora Mmh. et comprendre leurs besoins et mieux exploiter nos idées, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut exploiter les idées, pas l'homme, mais les idées de l'homme Mmh. qui non seulement permettront à l'homme de s'exprimer et de par son expression contribuer à développer une nation. Voilà. Parce que c'est quelque part, c'est avec des pincements au cœur que vous vivez 20 ans aux États-Unis, vous avez une autre expérience de vie, vous avez une autre manière de faire les choses qui puisse contribuer à améliorer les choses et que vous êtes dans votre petit coin et que ce n'est pas utilisé. Voilà, c'est tout le monde qui perd et pour faciliter cela, c'est les structures, étatiques, c'est les organisations donc de l'État qui pourront regrouper ceux-là qui ont ces expériences, qui viennent de partout, hein, dans le monde, pas seulement aux États-Unis. Parce que le Burkinabé qui est au Ghana peut avoir de meilleures idées que celui qui vient des États-Unis. Mmh. Mais l'essentiel pour moi, c'est de trouver le cadre où tous les Burkinabés qui sont sortis puissent apporter leurs idées et que les meilleures idées soient accompagnées afin de permettre donc de contribuer à construire ensemble une nation plus forte. C'est ce que je pense. Est-ce que vous encourageriez l'entrepreneuriat? Absolument, absolument. Vous savez, juste avant, vous et moi, on parlait de carrière professionnelle où chez nous, malheureusement, bon, entre guillemets, voilà, il y en a qui aiment ça. Il faut aller à l'école forcément, il faut avoir des grands diplômes et c'est les parents qui décident de ce que vous devez devenir plus tard. On vous met à l'école pour devenir médecin, pour devenir avocat, pour devenir électricien. Et si tu n'es pas devenu ça, c'est un échec. Non. Pourtant, chaque être humain a plusieurs aptitudes. Voilà, on est allé à l'école, certes, c'est une très, très bonne chose. On a eu de gros diplômes, c'est bien. Mais en attendant d'avoir ce boulot-là, de cette formation qu'on a reçue, on peut également voir, est-ce qu'à côté, il n'y a pas une autre activité qu'on pourrait toucher? Et en touchant à cette autre activité, on peut peut-être révéler en nous nos talents cachés. Voilà, peut-être être un journaliste, être Pourquoi pas? caméraman, voilà, ou même être, pourquoi pas éleveur. Moi, j'invite toujours les jeunes diplômés là, qui ont des gros bagages intellectuels, qui ont des soucis d'emploi, à venir. Venez nous voir, nous qui sommes dans l'informel, qui avons des fermes avicoles, venez. Prenez peut-être un mois, passez du temps dans la ferme, touchez du doigt les réalités de ce que c'est qu'être dans une ferme. Moi, je reviens d'une grande foire, agricole organisée d'ailleurs par des jeunes burkinabés au Nebraska, en OK. octobre dernier, qui est un grand succès, où même les Américains agriculture, le Nebraska est le troisième producteur de maïs au monde. Et il disait qu'il fallait bien qu'en Afrique, on vienne faire briser le mythe qui fait penser que travailler dans une ferme, c'est être sale. Oui, on le pense ici. Si eux-mêmes le disent là-bas, ça veut donc dire que vous me voyez comme ça, mais quand je suis dans ma ferme, je me mets dans ma tenue de fermier et avec plaisir, je suis entre mes poules, entre mes porcs ou en train d'arranger mes arbres de tangelo. Mais dès que je finis, je vais reprendre mes tenues de monsieur pour rentrer à la maison. Mais cela n'enlève en rien ma personne. Donc j'invite les jeunes qui sont diplômés, qui attendent à être docteur ou avocat et que ça ne vient pas, d'aller essayer autre chose. Vous voyez le menuisier de quartier proposer d'apprendre à faire une chaise, à faire une table. Peut-être que vous allez y prendre un goût
et vous deviendrez peut-être demain le plus grand entrepreneur de confection de fauteuils et de meubles de maison. Et vous allez oublier même que vous avez passé tout ce temps-là à l'école à vouloir être docteur ou avocat. Mais sinon, l'école, c'est bien, La vie est une je école. sais pas. La vie, c'est Tout, une tout ce que école. nous faisons, c'est une école parce qu'on apprend Mmh tous les jours. mh. Aller à l'école normale, Ouais, c'est une très, très bonne on chose. précise C'est qu'aller à l'école, c'est c'est une une très très bonne bonne chose. chose. Faut jamais empêcher quelqu'un d'aller apprendre. Absolument. Faut La quête du jamais. Ah savoir. oui, le savoir, c'est la seule chose que l'on garde pour soi jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Mmh. Voilà, tous les biens que nous avons lorsqu'on quitte, on part pas avec, nos voitures, on part pas avec nos comptes bancaires, mais ce qu'on a dans la tête, on va avec. Oui, c'est vrai qu'on le partage, mais la base reste avec l'individu qui part avec. Donc vous diriez: Ouais, «Allons à la quête du savoir, mais absolument. également à la découverte de soi-même». Exactement, OK. exactement, c'est tellement bien dit. Ouais. Merci. Donc maintenant, je pense qu'on va parler de la vie de famille. Donc, quand on a des enfants aux États-Unis et qu'on a bien envie de leur inculquer différentes valeurs, comment on s'y prend pour ne pas se perdre, mais également faire de bons citoyens complets, on va dire, aussi bien dans la tête que dans l'âme. Ouais. Mhm. Ça, c'est vraiment un sujet, qui nécessiterait peut-être des heures pour, en débattre. Mais je dirais Comment vous vous êtes pris? en quelques phrases Mhm. que je dirais que, c'est pas évident. Mhm. D'abord pour des parents comme moi qui ont des enfants nés en Afrique, qui plus tard vous rejoignent aux États-Unis, le D'accord. choc de culture, il est plus, réel avec les enfants à un âge plus jeune que pour les adultes. Et même ceux qui ont eu des enfants nés aux États-Unis, vous êtes parents africains. Naturellement, C'est une l'enfant, part de vous. c'est une part de vous. Mhm. Naturellement, l'enfant est dans une autre culture qu'il s'est appropriée. C'est sa culture à lui. Et vous voulez aussi qu'il ait votre culture, d'où vous venez. Parfois, on s'y perd. Et nous sommes dans une culture par les États-Unis où l'enfant a le droit sur les parents. Donc, vous devez trouver les moyens pour enseigner à votre enfant votre culture, le faire comprendre que chez vous, le respect est plus important que tout, sans pour autant qu'il ne prenne ça comme étant une certaine rigueur de papa Mhm. qui enlève en lui ses droits, ses libertés en tant qu'enfant. Sinon, il vous le fera savoir. Ça peut ne pas vous plaire, ça peut même vous choquer, mais à un certain âge, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Moi, aujourd'hui, je me dis que nous sommes dans un monde de liberté. Le fait justement de sortir me fait comprendre cela Mhm. et de l'accepter, que même mes propres enfants puissent me parler, peut-être souvent pas comme je veux, et que je les comprenne et que j'accepte, que je trouve le moyen pour les faire comprendre qu'ils auraient dû peut-être s'exprimer autrement. Justement, quels sont ces moyens? Comment éduquer sans opprimer? Personnellement, je suis de l'éducation à la chicotte, D'accord. qui pour moi est une des meilleures éducations. Là où je vis aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Les sévices corporels sur un enfant, Mhm. vous envoie tout de suite en prison. Alors, comment vous arrivez à éduquer Vous détachez de ce que vous avez vécu, de exactement? mhm, Ça a été personnellement difficile. difficile. Aujourd'hui, avec le temps, je l'accepte beaucoup mieux et je sais de me faire comprendre par certains de mes amis pour dire: «C'est bien». Même hausser la voix à un enfant n'est pas toujours une bonne chose. Voilà. On peut éduquer nos enfants gentiment, calmement et les faire comprendre, que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Leur montrer la bonne voie sans pour autant être dur envers eux. C'est peut-être plus facile à dire Mhm. que de Qu'à faire, faire. Mhm. mais croyez-moi, tous ceux qui feront l'expérience d'éduquer leurs enfants, avec amour, bien sûr, en évitant d'être dur envers eux, en évitant de crier sur eux, en évitant de hausser la voix sur eux, et ils en feront les meilleurs enfants au monde. Et dans l'accompagnement du choix de vie, comment ça se passe? L'enfant est libre de choisir, ce qu'il veut faire. Moi, j'ai des projets pour mes enfants, mais c'est leur choix qui va primer. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, mon aînée est dans la santé. Sincèrement, je voulais qu'elle le fasse. Elle a accepté aller dans la santé, a fini ses études, elle travaille comme infirmière aux États-Unis. Je rends grâce à Dieu. Le second, je voulais qu'il fasse autre chose. Lui, il a choisi autre chose. Je n'ai autre choix que de respecter son choix. Voilà, la troisième est également dans la santé, elle est toujours en études. Ben, tant mieux. Mon souhait pour eux et mes prières, c'est que Dieu fasse que, quel qu'en soit le choix qu'ils ont fait pour leur carrière de vie,
qu'ils y réussissent et qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils ont choisi. Quelle est votre plus belle réussite selon vous? Votre satisfaction personnelle de tout ce parcours, que ce soit de l'aller jusqu'au retour? Je parlais plutôt de satisfaction que de réussite parce que bon, la réussite, elle est, je dirais, un peu flatteur. D'accord. Voilà, parce que on ne peut pas parler de réussite tant qu'on n'a pas fini de vivre. Parce que chaque jour est un défi pour moi. On doit toujours améliorer ce qu'on fait, même ce qu'on a comme acquis ou qu'on pense avoir comme acquis, même toutes les reconnaissances que les gens ont pour vous ne sont pas forcément des réussites, parce qu'on peut toujours mieux faire. Voilà. Moi, je parlais de satisfaction. Euh, je suis un homme satisfait aujourd'hui d'avoir pu avoir de culture, voilà, de savoir qu'on peut quitter son petit quartier de Ouidi vers le bas-fond, où on n'est pas forcément nanti, dépourvu un peu de tout, et se retrouver dans la plus belle ville du monde, New York, et s'exprimer, et qu'on te permette de te faire une place. Vous voyez? Cette satisfaction que je porte à moi aujourd'hui de savoir que oui, je n'ai pas de complexe à, à dire d'où je viens. Je n'ai pas de complexe, moi, à aller travailler dans les champs, à passer dans les rues de Ouagadougou, à m'asseoir dans les petits coins de mon pays avec mes amis d'avant ou avec de nouveaux amis, parce qu'en réalité, on est simplement des humains. Et moi, cette satisfaction, je l'ai. Pourquoi? Parce que c'est pas évident pour tout le monde. D'aucuns pensent que on est différents, nous les humains. Moi, je trouve qu'on est tous pareils. Et je l'ai appris aux États-Unis. Je l'ai su aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vous croisez des milliers de personnes sans pour autant savoir qui ils sont. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des gens nantis. Mais ils prennent le train avec vous pendant qu'ils ont des châteaux. Bon, l'humilité. Voilà. Le fait tout simplement de dire, on n'est que des humains sur cette terre de passage et chaque jour de nos vies doit être utile et à nous autant qu'aux autres. Parce que nous sommes une partie de la société. C'est très bien dit. On a parlé de Merci. réussite, on va également parler d'échec. Oui, Comment on fait face à l'échec et comment on se relève? Qu'on se l'éch- dise que l'échec, c'est pas une fatalité, qu'il pas du faut tout. recommencer. Pas du tout, oui. Mmh. L'échec, c'est aussi, ça dépend de qui, utilise le mot échec. Voilà. Heu, j'ai raté un examen, Mmh. on va dire il a échoué à un examen. Non, il n'a pas échoué. Il l'a raté cette année, mais l'année prochaine, il va l'avoir. OK? Le mot échec, il est un peu trop fort pour Trop moi. fort. Voilà, je pense qu'il y a échec lorsqu'on abandonne, Très bien. alors qu'il faut jamais abandonner. Oui, on peut essayer une fois, 2 fois, 3 fois et réussir et atteindre son objectif à la quatrième fois. Il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. C'est vrai, il y a plein de choses que moi j'ai essayé de faire dans la vie que j'ai pas toujours, réussi à faire. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit que j'ai échoué. Non, à un coup d'essai, tout ce que je fais aujourd'hui, croyez-moi, je les ai pas fait en un jour. Voilà et je Absolument. continue de les améliorer. Donc par exemple, dans l'élevage, vous allez mettre, par exemple, un cheptel de 1000 poussins dans votre ferme pour en faire des poules pondeuses et vous devez les garder dans la ferme pour 18 mois. Ce qu'on dit, sinon ça peut aller souvent au-delà. Et au bout de 6 mois, 7 mois, vous avez un pépin parce que le suivi n'a pas été exact et vous perdez la moitié ou même Waouh! la généralité. Vous appelez ça un échec si vous vous arrêtez. Mais si vous dites, ah, on n'a pas pu amener cette bande à bout, mais on va remettre encore des poussins. Moi, ça a été toujours mon expérience. Ça a été toujours mon expérience. Et moi, je suis un éternel recommenceur. OK. Voilà. Moi, je recommence toujours. Et à force de toujours recommencer, je prends du plaisir à faire ce que je fais sans pour autant savoir que c'est des ratés. Et j'améliore tant que je peux et je continue ma route. Très bien. À présent, est-ce que vous auriez des conseils, sans langue de bois, hein, vraiment, très sincères, pour ceux qui veulent partir et pour ceux qui veulent revenir? Pour ceux qui veulent partir, je dirais qu'il faut savoir pourquoi on part. C'est très risqué d'abandonner des acquis pour aller dans l'inconnu. Euh, il faut toujours se dire qu'en partant, on garde toujours derrière soi la possibilité de revenir s'il y a la possibilité de revenir. Il ne faut pas tout abandonner pour partir parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend à l'arrivée. Et
Moi, je suis de ceux-là qui ne dirait jamais à quelqu'un: «Ne va pas à l'aventure». Non, il faut savoir préparer l'aventure. Il ne faut pas prendre le risque d'acheter des illusions, de se dire que si on a, une base ici et on peut l'échanger avec l'inconnu à l'aventure. Il faut garder la base, se donner les moyens de partir, tout en sachant qu'on peut toujours revenir, retrouver la base qui est déjà là. Beaucoup de gens font cette erreur et après ça devient difficile. Pour ceux qui veulent revenir, je dirais que tout le monde doit vouloir revenir. Parce qu'en réalité, à la base, on ne part pas pour y rester. Personne ne souhaite aller y rester. Tout le monde va dans le souci d'aller avoir quelque chose et revenir. Ce quelque chose, on voit tout de suite l'argent, mais en réalité, de par mon expérience, ce que l'on gagne réellement à partir, c'est une autre expérience de vie. Et plusieurs expériences de vie sont une grande richesse qui nous permettent de mieux appréhender la vie, de savoir qu'avec peu, on peut faire de grandes choses. On n'a pas toujours forcément d'attendre qu'on vienne nous donner tout avant qu'on puisse commencer à agir. Commençons nous-mêmes d'abord et les choses vont suivre. Pour ceux qui sont là-bas, je les incite sincèrement à vouloir revenir. Je ne leur dirai pas que je les incite à venir, je Mhm. les incite à vouloir revenir. Parce qu'il faut que le retour soit voulu. Quand c'est voulu, ça nous évite les chocs. Ça nous évite les chocs. Parce que je suis passé par là. C'est vrai que pour moi, le retour a été forcé par le Covid, mais à mes premiers jours, lorsque j'ai voulu commencer à entreprendre, ça n'a pas été facile. J'ai eu des chocs de par comment les gens travaillent. C'est pas pareil. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de mes collaborateurs qui travaillent avec moi, ceux qui ne me connaissent pas penseront que je suis dur, voire même méchant. Mais Dieu seul sait que c'est la rigueur dans le travail pour avoir le résultat voulu qui fait que souvent on est obligé de, de serrer fort. Parce que ici, sans pour autant manquer du respect à personne, c'est chez moi avant tout. On perd plus de temps à autre chose qu'à travailler. On ne travaille pas assez chez nous. C'est dommage, c'est une vérité. Si les gens, je pense, ici étaient rémunérés par le temps qu'ils Oui. passent au lieu du travail, ça allait aller plus vite, les gens allaient gagner plus d'argent. Autant pour le public que pour le privé. Si le menuisier du jour pouvait se donner réellement 8 heures de temps pour raboter, fabriquer une chaise, il en fabriquerait le double, voire le triple Absolument. actuellement, parce qu'actuellement, il travaille juste un bout de temps et il s'arrête pour causer, pour parler de match de football, pour aller siroter une petite boisson dans la buvette d'à côté. D'ici là, la journée est finie. Mhm. Il n'a peut-être pas fait la seule chaise de la journée. C'est seulement la différence qu'il y a entre là-bas et ici. Voilà, on ne connaît toujours pas encore, La rigueur et la discipline voilà, la valeur réelle du temps du temps. pour produire et Mhm. gagner plus. Donc, ceux qui sont là-bas, je vous invite à vouloir venir. Il n'y a pas du mal à revenir. Après tout, c'est chez nous. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire et je pense que c'est sur ces belles notes que nous allons terminer ce podcast. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir dans mon fauteuil Partagez. et puis on se dit à bientôt pour réaliser de grandes et belles choses pour le pays. Merci, madame. Est-ce que vous Merci. avez un dernier mot de fin? De- Je dirais merci. Merci. Merci pour la parole qui m'a été donnée. Mm. Et ça a été un très beau moment de partage avec vous. Et j'espère sincèrement du fond de moi que tout ce que j'ai pu dire puisse être utile à ceux qui vont nous écouter. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro du retour. Au revoir.